Madame, Monsieur, la riposte de TV Liberté à la censure de YouTube s'organise. La riposte juridique et possiblement judiciaire est engagée. Nous rétablirons notre bon droit. La riposte financière se poursuit. Grâce à votre mobilisation, notre objectif à 750 dons est atteint. Soyez-en remerciés. La censure YouTube nous porte un nouveau coup qui nécessite de nouveaux engagements financiers importants. Il ne faut donc pas relâcher votre effort. La riposte de l'audience est entre vos mains. Regardez, diffusez, partagez, likez les programmes de TV Liberté. Abonnez-vous à nos nouvelles chaînes, faites connaître notre site tvliberté.com et nos réseaux sociaux. Organisez la viralité de nos émissions. La riposte est en marche, elle passe aussi par vous. Bonjour à tous, pour le Zoom d'aujourd'hui, je reçois Loïc Le Floch Prigent. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors pour vous présenter, même si tout le monde vous reconnaîtra, vous avez été PDG de Rhône Poulenc de 82 à 86, d'Elf, on y reviendra, de 89 à 93, également de Gaz de France, puis de la SNCF en 95-96. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, notamment Cherche Midi, l'affaire Elf, affaire d'État, Une incarcération ordinaire, également Le Mouton Noir de la République, cette fois c'était aux éditions Pygmalion, c'était un peu plus tard en 2014. Vous revenez dorénavant avec un nouvel ouvrage, Il ne faut pas se tromper, pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. C'est aux éditions Elitel cette fois. Alors pour commencer, monsieur Loïc Le Floch Prigent, c'est un peu compliqué, mais on va vous présenter votre parcours, y compris les moments difficiles pour lesquels les téléspectateurs vous reconnaîtront. Est-ce que vous pourriez, avec vos propres mots, avec votre recul, revenir sur l'affaire Elf pour nous expliquer de quoi il en retourne? Je pense que c'est assez simple. C'est une affaire qui était à la fois une affaire industrielle et puis qui était également une sorte de deuxième ministère des Affaires étrangères. Hein. Donc il y avait des relations un peu complexes, en particulier avec l'Afrique. Et donc, à un moment, il a fallu laver plus blanc que blanc. Alors, comme tout le monde était impliqué, il fallait trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire était tout trouvé, parce que j'étais ni énarque ni polytechnicien. Et donc, je suis passé par la casse-prison. J'ai été dans la moulinette. Voilà. Donc, tout le monde sait bien ce qui s'est passé. Je n'ai pas pris d'argent dans l'affaire. Et que ce n'était pas mon problème. Ça n'a jamais été le but de ma vie. Ça, c'est s'il avait été le but de ma vie, j'aurais eu un but bien dérisoire, puisque je n'en ai pas. Alors, vous avez également expliqué à plusieurs reprises que vous étiez très attaché à votre Bretagne natale. Vous avez dû d'ailleurs publier un polar breton. Ce qui est... Deux polars bretons et bientôt un troisième. Et bientôt un troisième. Alors, vous avez été grand voyageur, vous connaissez très bien l'Afrique, évidemment, de par vos métiers. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas énarque. Vous n'êtes pas issu du sérail, quelque part. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un homme comme vous pourrait arriver aux très hautes fonctions que vous avez occupées? Je pense que ce serait très difficile. Alors, déjà, mon ami Georges Besse, qui était président de Renault et qui a été tué, comme vous savez, par les gauchistes, disait, lui, ça aurait été très difficile qu'un fils de femme de ménage comme moi devienne polytechnicien et ait la carrière que j'ai eue. En ce qui me concerne, je pense qu'en France, aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une idée générale, et cette idée générale, on y reviendra, que lorsqu'on est sorti de l'ENA ou de Polytechnique intelligent, par exemple, cette intelligence vous permet de faire les carrières les plus brillantes, je pense que cette idée-là est parfaitement ancrée à l'intérieur de tous les cerveaux français, et que ça conduit aux difficultés d'avoir des carrières comme la mienne, quand on n'est pas sorti de ces écoles, mais ça conduit aussi au dérèglement industriel avec des gens qui ne sont pas préparés à être industriels.
Alors vous l'avez expliqué dans Le Mouton Noir, finalement avoir des profils comme le vôtre, c'est un mérite, c'est que ça fait des fusibles. Oui, mais ça fait aussi, parce qu'on peut regarder en Allemagne, ça fait aussi des entreprises qui marchent. Parce que les 4 entreprises que j'ai dirigées ont marché. Contrairement à d'autres qui ont des profils qu'il faut, mais qui n'ont pas su faire marcher les entreprises. Alors justement, parmi ces entreprises, on l'a dit tout à l'heure, il y a la SNCF qui a fait l'actualité, qui fait toujours l'actualité avec de très importantes grèves. La SNCF aujourd'hui est dirigée par Guillaume Pepy. On le sait, elle a connu de nombreux dysfonctionnements matériels l'été dernier. Elle connaît de très graves perturbations. Les mouvements de grève ont milité pour aller contre les réformes d'Emmanuel Macron. Quel est votre point de vue sur toute cette situation? Alors j'ai essayé de l'écrire et ceci n'a pas vraiment beaucoup plu. C'est-à-dire que dans la mesure où on avait décidé d'une réforme, on n'a pas pris la bonne méthode pour arriver au résultat. Alors je reconnais que il y a un objectif qui peut être pris, qui est les syndicats des cheminots sont embêtants, ils n'arrêtent pas de manifester, on a envie de les casser. C'est une possibilité. Mais si jamais on a comme objectif de faire marcher la SNCF, il vaut mieux essayer de préparer le terrain du diagnostic avec les 160 000 personnes qui travaillent. Si on veut faire marcher les trains, on peut ne pas avoir envie de faire marcher les trains. C'est à peu près ce qu'on a, la réponse qu'on a donnée. Mais si on a envie de faire marcher les trains, il faut travailler avec les 160 000 cheminots, 130 000 plus 30 000 hors statut, et essayer de voir avec eux comment ils peuvent marcher. Et c'est pour ça que j'ai donné comme exemple ce qui s'est passé dans la réforme des chemins de fer suisses, qui sont un exemple de régularité, un exemple de prix bas. Et je leur ai dit, pourquoi ne pas prendre la même méthode qui consiste à essayer de parler aux cheminots qui ont une haute conscience de leur rôle dans la société et de faire la réforme avec eux. C'était relativement facile parce que tout le monde avait bien conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait réformer. C'est pas une surprise de dire on va réformer la SNCF. Mais les réformes successives qui ont été faites n'ont pas conduit à faire marcher les trains. Par conséquent, elles étaient mal pensées. Mais elles étaient mal pensées parce qu'elles n'étaient pas pensées avec le personnel. Or, un chef d'entreprise, c'est que la transformation d'une entreprise, ça se fait avec les gens et pas contre les gens. Cette réforme a été conçue contre les gens, c'était inutile, et il convient aujourd'hui de revenir à une réforme avec les gens. Alors justement, sur les points précis de cette réforme, ceux qui ont le plus fait parler d'eux, je pense par exemple au statut du cheminot. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il doit évoluer effectivement? Est-ce qu'au contraire, il est tout à fait pérenne? Quasiment, lorsque je suis parti en 1996, les syndicats avaient accepté le statut nouveau que j'avais imaginé, qui est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut une flexibilité importante, de manière à ce que les gens qui ont envie de changer de carrière puissent le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut faire des plans de carrière à l'intérieur de la SNCF, que le garçon qui est conducteur et qui fait un métier de chien, à un moment, on lui dit, si tu es fatigué, plutôt que de prendre ta retraite à 52 ans, tu vas travailler jusqu'à 65, tu vas faire autre chose. C'est ça le sujet, et c'est comme ça qu'il fallait préparer les choses, de façon positive. Par contre, lorsqu'on dit, je change le statut et je fais 100 millions d'économies, là on ment. Par conséquent, c'est embêtant de mentir à des cheminots, parce qu'ils disent, non, on nous prend pour des billes. Voilà. Alors sur la question de la dette, évidemment, quel est votre point de vue, vous? La dette, j'ai trouvé en arrivant une dette de 20 milliards, et je m'aperçois que les réformes successives des gouvernements successifs, de droite et de gauche, ont conduit cette dette à passer de 20 à 54. Donc je pense que c'est pas les cheminots qui ont fait ça. Déjà, les 20 que j'ai trouvés en arrivant en 95, les cheminots n'y étaient pour rien. C'était les gouvernements successifs qui avaient élargi le panier. Et là, les 34 supplémentaires, c'est également les gouvernements successifs pour faire des TGV dans des conditions grossièrement. Lorsque vous allez à 300 km/h et que vous faites une nouvelle ligne, vous avez une autre possibilité qui est de changer les courbes des lignes existantes et d'aller à 220 km/h. La différence, c'est le facteur de 1 à 7. Donc,
quand on décide de faire des TGV pour plaire aux élus et pour plaire aux hommes politiques, on dépense 7 fois plus d'argent qu'il n'est nécessaire. Parce qu'en fin de compte, on n'utilise pas vraiment les 300 km/h, puisque au bout d'un certain temps, on commence à avoir, comme vous le savez, des arrêts multiples pour satisfaire toujours les mêmes hommes politiques qui veulent développer leur territoire. Alors justement, on a le sentiment que Guillaume Pepy a été très peu mis en accusation face à ses choix de gouvernance. Est-ce que finalement, il s'agirait tout simplement des liens incestueux avec le pouvoir politique et la direction de la SNCF ? Je pense que lorsqu'on est patron de société, quel qu'il soit, il faut dire aux actionnaires, c'est moi ou c'est vous qui dirigez. Bon, et donc là, je ne vois pas pourquoi on traiterait l'actionnaire État différemment d'un actionnaire privé. Il faut lui dire, vous m'avez nommé, par conséquent, c'est moi qui dirige. Et moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant en 1995 à la SNCF, et personne m'a dicté les choix que j'avais à faire. J'ai fait un certain nombre de réformes immédiates dans les 15 jours qui ont suivi mon arrivée, et ces réformes restent encore dans l'inconscient collectif de la SNCF, et je suis accueilli à bras ouverts par l'ensemble du personnel, quelle que soit la gare, le train ou le service dans lequel je vais. Parce qu'ils savent que j'ai été, d'une part, un grand réformateur, et d'autre part, que j'ai résisté au pouvoir politique qui voulait faire un certain nombre de choses. J'ai dit, c'est pas votre métier, moi je suis l'entreprise, par conséquent, je sais ce qui est bon pour mon entreprise, pas vous. Alors, dans ce dernier ouvrage que j'ai déjà présenté, il ne faut pas se tromper, pour en finir avec les idées reçues sur l'industrie, vous livrez un véritable plaidoyer pour la réindustrialisation de la France. Quel regard portez-vous sur les récentes décisions politiques sur les grandes entreprises françaises? Je pense notamment à Alstom, évidemment, qui a été racheté par General Electric. Ça a été un désastre pendant la mandature précédente, c'est-à-dire les 5 ans de M. Hollande et de ses premiers ministres a vu la désindustrialisation qui avait déjà commencé s'accélérer. Et à chaque fois qu'il y avait une mauvaise décision à prendre, elle a été prise. Bon. Et donc en ce qui concerne Alstom, il est clair qu'il fallait sauver Alstom. Et il n'y avait pas péril dans la demeure, et il suffisait de dire à Bouygues qui voulait partir d'Alstom, vous allez être remplacé par l'État, et puis c'est tout. Et puis on continue Alstom dans sa structure, c'est-à-dire avec l'énergie et les transports, qui sont deux activités cycliques, mais dont les cycles ne vont pas forcément mal tous les deux en même temps. Et là, on est parti sur quelque chose d'affreux, puisqu'on a dit il faut absolument vendre le département énergie, 70% de l'activité Alstom, à General Electric. Bon, et les 30% restants, ça va être le merveilleux. On savait que l'activité étant cyclique, il fallait les vendre un jour. 2 ans après, pof, ils sont vendus à Siemens. Donc on voit bien qu'on a démantelé une entreprise, et on a démantelé en disant on fait le bien, on fait le bien, on fait le bien, et on fait le bien de tout le monde. Donc, alors il y a des énormités qui sont réalisées. C'est-à-dire que, l'hydraulique française est la meilleure du monde, reste la meilleure du monde, et elle est en train d'être démantelée par General Electric. Bon, personne ne s'en soucie, pas plus hier qu'aujourd'hui. 2, nous savons que dans l'énergie, on va utiliser ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire qu'on va avoir des circuits courts qui vont conduire à utiliser les réseaux de façon intelligente, les réseaux intelligents. Bon, ces réseaux intelligents, ils sont partis de General Electric. Or, ils ne sont pas pour les États-Unis, ils sont pour l'Europe et pour la France. Donc il fallait les garder. Alors il y a une partie, heureusement, qui est restée chez Schneider Electric, puis il va falloir créer, soit on rachète ça à General Electric, soit on le crée nous-mêmes, parce que c'est pas General Electric qui va développer des choses qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Et puis enfin, puisqu'on est en train de débattre de la filière nucléaire, il y a les turbo-alternateurs d'Alstom, qui sont les turbo-alternateurs Mirabel, Arabel, qui sont les meilleurs du monde, qui sont la moitié des installations mondiales et qui sont demandées par tout le monde, aussi bien par les Chinois que par les Russes aujourd'hui. Et le fait qu'ils soient General Electric et qu'ils ne soient pas Alstom France est un handicap pour leur développement. Donc on voit bien qu'il y a des éléments absolument
indispensables à notre survie, qui ont été passés à General Electric et qu'il faut que nous retrouvions chez nous en France ou chez nous en Europe. Mais il est clair que le fait que Alstom ait été repris par Siemens, c'est un moindre mal, parce qu'au moins c'est l'Europe. Par contre, le fait d'avoir une activité qui est partie définitivement aux États-Unis, quoi qu'on dise, conduit les Américains à considérer aujourd'hui que, puisqu'ils ont des problèmes de bourse, ils font d'abord le ménage dans les pays extérieurs aux États-Unis, ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est la réalité. Alors justement, à ce sujet, Alstom avait, General Electric plus exactement, avait accepté un accord avec l'État. Il devait réembaucher des gens, 1000 emplois au minimum en France. On voit que cette parole ne va pas être honorée. Il devrait écoper de 34 millions d'euros d'amende. C'est ça. On peut dire qu'ils font la quête à la sortie des cathédrales et puis ils ont ça. C'est une boîte qui a 100 milliards, 34 millions c'est rien, tout ça c'est de la foutaise. C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas l'amende A. C'est le fait que nous avons... Non mais c'est pas un moyen de pression suffisant, bien entendu. Ridicule. Monsieur Flannery, le président de General Electric doit dépenser ça dans la journée. Non, c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est il y a des activités. Ces activités ne sont pas gérables. Hydraulique, smart grids et turbines pour les centrales nucléaires ne sont pas gérables par les Américains aujourd'hui pour des tas de raisons, et des raisons de General Electric comme des raisons des États-Unis. Il y a deux éléments, mais et il faut les reprendre. Et le problème, c'est d'avoir une volonté politique pour les reprendre. Il y va de l'intérêt national. Donc, quelquefois, le bien commun doit être représenté par le gouvernement qui doit prendre les mesures nécessaires pour retrouver la notion de bien commun dans notre pays. Pas la peine de continuer à effeuiller la marguerite comme l'a fait la mandature précédente. Alors justement, le bien du pays, on a l'impression qu'il a été un peu oublié dans cette affaire. Selon vous, est-ce que des hauts dirigeants devraient être remis face à leurs responsabilités dans ce rachat? On sait qu'Arnaud Montebourg, lui, a relativement lutté pour que ça ne se fasse pas. Dans un premier temps, on sait que d'autres, en revanche, ont œuvré davantage pour que l'affaire soit conclue. Je crois qu'à un moment, il faut que les gens soient placés effectivement devant leur responsabilité mais qu'il y ait une expression. Aujourd'hui, nous sommes 3 ou 4 à avoir cette expression, mais personne ne l'a. C'est-à-dire que tout le monde se tait en espérant poursuivre une carrière magnifique. Simplement, moi, ma carrière est derrière moi, c'est pas le problème. Donc j'observe que le bien commun n'est pas... est oublié dans cette affaire, oublié par les dirigeants et par les dirigeants industriels. Alors dans cette affaire, il faut évidemment parler de l'extraterritorialité du droit américain. C'est en partie ce qui a permis ce démantèlement d'Alstom. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'Union européenne est capable de lutter contre cette machine, cette broyeuse qu'est l'extraterritorialité du droit américain, justement? On voit que cela va aussi poser problème sur l'affaire iranienne, avec les entreprises françaises qui avaient du commerce à faire en Iran. Et qui se retrouve avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il se trouve que l'Europe ne prend pas au sérieux cette affaire depuis le départ. C'est-à-dire que ce n'est pas faute d'avoir dit aux dirigeants politiques des différents pays « Attention, il y a là un problème », mais ils ont dit « Oui, c'est parce que les dirigeants se sont mal débrouillés, c'est des mauvais dirigeants ». C'est tellement facile de dire à l'opinion publique que les dirigeants ont essayé de faire des magouilles, et oui, mais c'était... Parce que ça a commencé par toute l'affaire concernant les commissions. Oui, ils font des commissions, c'est un peu minable, etc. On fait de la morale. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'un pays comme le Nigeria, que je connais un peu, où les Américains ont quasiment l'intégralité du pétrole, est également un des pays les plus corrompus de la planète. Et donc, comme ce sont les Américains qui sont là, ce n'est pas eux qui corrompent. C'est bien évident. Alors, donc il y a des corrompus et il n'y a pas de corrupteurs. Donc, à un moment, il faut essayer de réfléchir à ce dont on parle. Donc, aujourd'hui, il est clair que les États-Unis ont une autre manière de faire, qui est une fidélisation d'un certain nombre de gens dans des conditions acceptables par la morale générale, et qu'il y a eu des pratiques anciennes qui ont perduré en Europe. Alors, nous avons été attaqués là-dessus.
Donc ils sont peut-être les seuls en France. Hein. Il y a eu les gens de Siemens ont été attaqués aux États-Unis. Il y a eu 4 ou 5 sociétés qui ont péri en Angleterre et qui ont été rachetées d'ailleurs par General Electric, enfin, dans des conditions. Donc on voit bien que cette extraterritorialité est une manœuvre des États-Unis pour mettre la main sur des concurrents ou effacer des concurrents. C'est ça le sujet. Bon. Et là, il n'y a pas eu de réponse à ça de notre part, collective. C'est-à-dire qu'on n'a ni la Commission, ni les pays membres, ni les fameuses réunions entre la France et l'Allemagne n'ont réussi à parler de ce sujet, On n'a jamais parlé. Et ce qui est absolument ahurissant, parce que c'est un sujet central. Et alors on voit sur l'affaire iranienne qu'on nous dit maintenant il ne faut plus aller en Iran. Alors, donc il y a quelqu'un qui dit ben, je m'en vais. Puis il y a un autre qui dit ben, c'est quand même mes copains. Donc bon, ben, qu'est-ce qu'on fait alors, et les chefs d'entreprise sont nus dans la prairie. Il n'y a personne pour les soutenir. C'est normal. Comment vous pensiez aller en Iran? Mais c'est pas possible. Alors qu'il y a quelques mois, il y avait des wagons de chefs d'entreprise qu'on mettait dans les avions pour les dire en Iran, maintenant, l'Iran, maintenant qu'on a signé les accords, il faut travailler, venez investir, etc. Et qu'on commandait les industriels pour venir. Maintenant, comment les industriels sont allés là-bas? C'est pas possible. Voilà. Tout ça est complètement ahurissant. Mais finalement, on a l'impression que les États-Unis, leur point de vue est assez simple, c'est tout est permis, pourvu que ce soit pour le business. En Union européenne, on n'a pas du tout cet état d'esprit. Est-ce que finalement, ce qui est dommageable, c'est le point de vue des États-Unis ou le point de vue des Français et des Européens? Nous sommes sans arrêt en train de faire de la morale, et nous acceptons la morale américaine qui est basée sur le fait que l'intérêt des États-Unis prime. Alors, à la fin, c'est l'intérêt des États-Unis qui prime, c'est clair. Mais ils ont défini ce qu'était la morale. S'il y a des tas de choses qu'on ne va pas développer là, qu'ils font, et que nous, on réprouverait. Mais c'est leur morale à eux. Et donc ça, c'est permis. Donc on a une morale à géométrie variable, une morale qui permet de laisser Frédéric Pierucci, par exemple, dans les prisons américaines après l'affaire Alstom. Voilà, c'était un bouc émissaire facile. Et comme je connais les boucs émissaires, puisque j'en ai été un, tous mes vœux, c'est que Frédéric puisse, d'une part, sortir de prison en octobre, ça devrait sortir en octobre, mais surtout pouvoir revenir en Europe, ce qui est moins facile, de mon point de vue. Ça va être compliqué, parce que pour cela, il aurait fallu une volonté politique forte pour, un, qu'il ne continue pas à être en prison, et deux, qu'il revienne faire au moins ces derniers mois de prison en France. Ce qui a été le cas de l'homme de Saint-Domingue, on a trouvé des solutions. Donc, de temps en temps, on trouve des solutions. Oui, vous dites souvent, vous n'étiez pas Florence Cassé quand vous étiez au Togo. Voilà, c'est ce que j'ai indiqué, mais je n'en veux pas du tout à cette dame. Oui, j'entends bien, Voilà. Alors, si on ressort un peu de cette affaire Alstom et qu'on revient à l'industrie française en général, comment vous expliquez que notre pays soit dans un tel état sur son parc industriel, si l'on le compare à l'Allemagne, qui est un pays extrêmement proche et qui surtout partage la même monnaie que notre pays? Oui, et qui partage un peu les mêmes techniques au départ. On n'était pas très éloignés, et à l'époque, il y a 25 ans, on est à peu près dans les mêmes pourcentages du PIB. C'est-à-dire qu'on est à 24% d'un côté, à 24% de l'autre, et au bout de ces 25 ans, eux, ils sont à 26% du PIB en industrie, et nous, on est à 11%. C'est quelque chose. Voilà. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est ça le diagnostic qu'il faut avoir. Plutôt que de sauter sur sa chaise en criant emploi, 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 il faut essayer de comprendre. Alors, première compréhension, on revient sur Énarque et Polytechnicien, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un est intelligent, est un bon industriel. Bon, eux, les Allemands, ils considèrent qu'on est un bon industriel si on est un bon industriel. C'est différent. Il regarde, puis il dit tiens, celui-là, il est bon. Alors hop, il monte. Et donc, en particulier, on avait vu que le patron qui est de Volkswagen, le précédent, et j'avais fait un article là-dessus, était un apprenti quand il est arrivé. Et il est devenu patron de Porsche, et puis à un moment, il a fallu changer le patron de Volkswagen, on a pris le patron de Porsche, il avait bien marché, il est devenu patron de Volkswagen. Donc on voit bien, l'état d'esprit, c'est l'efficacité d'abord, et non pas l'école d'abord. Bon, c'est un point important. Et c'est un point important encore plus aujourd'hui, où on recommence les mêmes erreurs. D'accord. Il semble qu'on n'apprenne pas nos propres erreurs. À nos propres erreurs. Et ça, c'est gênant, parce que on essaie, avec les enfants, on essaie de leur dire, vous avez fait des erreurs, tu ne vas pas recommencer. Et ben, nous, on n'y arrive pas. On recommence.
Alors, première chose. La deuxième chose, qui est le point que je développe, c'est que nous avons imaginé faire un capitalisme sans capital. C'est-à-dire, on n'aimait pas les familles qui étaient là, donc on a maltraité les familles. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'on a maltraité la famille Dassault qui a résisté, on a maltraité la famille Michelin qui a résisté, etc. Donc, on a maltraité les familles qui voulaient faire de l'industrie, l'État. Et deux, on a dit surtout, c'est très dangereux de mettre de l'argent dans l'industrie, il faut le mettre dans l'immobilier. Et donc on s'aperçoit grossièrement, hein, et encore une fois c'est des chiffres d'ordre de grandeur, que nous avons 11 000 milliards d'épargne en France. Bon. Que l'Allemagne a de l'ordre de 6 000 milliards. Donc on épargne plus que les Allemands. Alors les Allemands mettent la moitié de leur épargne dans l'industrie, et nous, on n'en met pas. C'est ça la réalité. Et lorsque vous allez chez votre banquier, vous dites j'ai envie de mettre de l'argent quelque part, bien, alors il vous dit prenez une assurance vie, parce que vous êtes tranquille, vous avez 1,5, 2%, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et si vous voulez rentrer dans l'industrie, on vous dit mais c'est quand même risqué. Il y a 25 ans, quand on faisait une mise en bourse, on avait 40 pages et on disait voilà ce qui est extraordinaire dans la société, elle va se développer, ça va être magnifique. Aujourd'hui, avec l'agence, l'autorité des marchés financiers, la COB, on a plus 40 pages, on a 400 pages. Donc il faut déjà avoir 2 personnes à temps plein qui travaillent pendant 2 ans pour faire ça. Mais sur ces 400 pages, les 40 dernières, mais alors voilà tous les dangers que vous avez à investir dans l'industrie. Bon, nous sommes les seuls dans le monde à avoir ces précautions vis-à-vis de l'épargnant en indiquant surtout n'investissez pas dans l'industrie. Et pour l'autorité des marchés financiers, il est clair que l'industrie c'est le mal absolu. Donc ils sont chargés de développer la bourse, mais en disant, vous savez, là-bas c'est très dangereux. Et donc on a dissuadé au cours du temps les Français à investir dans l'industrie. Alors le dernier point, et j'en ai fini là, c'est le parisianisme. Il est clair que nous avons mis les sièges sociaux à Paris, parce qu'il fallait les mettre à Paris, et les industriels, on a dit, Paris doit être propre, il faut les mettre ailleurs. Donc ils sont partis ailleurs. Et donc il y a eu une dissociation entre les sièges. Ce qui est bien, c'est que Paris n'est pas propre pour autant en plus. Et l'industrie, absolument. Mais bon, il paraît. Je ne sais plus ce qui est propre ou pas, parce que si les rats sont propres, il y a pas mal de rats pareils. Mais tout étant, vous avez donc aujourd'hui des sièges sociaux qui sont à Paris et qui ne savent plus de quoi ils parlent. Et alors si en plus vous mettez dans ces sièges sociaux des énarques et des polytechniciens, vous êtes tranquille. Vous avez l'industrie française. Et ça, alors, il n'y a pas que l'industrie française, on va passer très vite au dernier sujet, parce qu'on a déjà explosé le temps, mais il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer, vous l'évoquez dans ce dernier livre, je l'ai dit aussi, c'est l'écologie et l'énergie. De fait, là aussi, vous dénoncez finalement une idéologie boboisante, centralisatrice, parisiano-centrée, et j'en passe des meilleurs sur ce sujet. Et mortifère. C'est-à-dire que on vous dit le bien et le mal. On vous dit il faut avoir la foi ou pas avoir la foi. Alors, est-ce que vous avez la foi dans les énergies nouvelles? Je n'ai pas de foi, moi. Mon problème, c'est est-ce que c'est économiquement ça marche? Est-ce que techniquement ça marche? Est-ce que je m'y trouve? Et c'est ça le sujet. Bon. Mais ce n'est pas le sujet de ces messieurs-dames. Le sujet de ces messieurs-dames, c'est il faut avoir la foi dans le fait que le vent et le soleil, on les a à profusion, et par conséquent, on va les utiliser, ça ne coûte rien. Je me souviens d'un chef d'État qui avait dit à un moment mais ça ne coûte rien, c'est parce que c'est l'État qui paye. C'est un peu ça qui arrive avec les éoliennes et le solaire. Et ce qui est amusant, c'est que le solaire, pour rejoindre l'industrie, là encore, on a démantelé toute cette industrie pour la Chine, quasiment. C'est-à-dire que là, on a fait tout le travail, et au moment d'industrialiser, on a dit les Chinois, c'est moins cher. Et donc c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire ou double peine. C'est-à-dire que, on dit tout le matériel qu'on a développé et qu'on fabrique en France, il ne faut plus l'utiliser. Et, par contre, il faut aller acheter les éoliennes et les panneaux solaires à l'extérieur. Comme ça, vous allez être vert. Je vois que ce studio est vert, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis les téléspectateurs ne pourront pas le voir, forcément, c'est la magie du fond virtuel. Voilà. Donc l'idéologie a remplacé le pragmatisme, et c'est au nom du pragmatisme, au nom de l'efficacité, qu'on continue à nous dire mais non, mais vous voyez, le vent ça coûte rien, le soleil ça coûte rien.
alors que ces deux formes d'énergie sont des formes intermittentes, et que par conséquent, il faut les coupler avec des systèmes pilotables. Donc, encore une fois, double peine. C'est-à-dire que d'un côté, on a ces installations qui ne tournent qu'une partie du temps, 20-25% du temps, et puis de l'autre, il faut avoir rapidement, pour que le réseau soit satisfait et qu'il n'y ait pas de délestage, qu'il n'y ait pas de panne de courant pour les téléspectateurs, eh bien, il faut que les autres installations commencent à marcher. Et on vous dit, mais non, il suffit de faire du stockage. Oui, c'est certes, on peut stocker, mais à quel prix? À chaque fois qu'on change une énergie de nature, on perd en rendement, forcément. On perd de rendement en prenant l'électricité à partir de l'hydraulique, on perd de rendement en faisant l'électricité, l'électrolyse, on perd de rendement à chaque fois. Et cette perte de rendement coûte cher. Aujourd'hui, la note d'électricité, est un tiers pour les éoliennes et le solaire. Un tiers de votre note d'électricité. La vôtre, la mienne. Si jamais on fait les éoliennes en mer, ce ne sera pas un tiers, ce sera 2 tiers. Bon, alors, on dit, mais il faut faire les éoliennes en mer. Mais pourquoi parce qu'il faut les faire. Bon, très bien. Alors, vous avez une vision un peu à rebours. Vous expliquez, par exemple, pour le pétrole, un domaine que vous connaissez de fait très bien, que les réserves augmentent à mesure que le prix augmente. Oui. C'est original. Non, pas du tout. C'est la même chose pour l'or. C'est-à-dire que lorsque, autrefois, on cherchait les pépites d'or, puis maintenant, on cherche le gramme par tonne, puis dans quelques temps, on prendra le milligramme par tonne. Hein, Donc c'est normal. Donc il y a une raréfaction, mais comme on en aura besoin d'une quantité infime, ça ne posera pas de problème. On augmentera les prix, et par conséquent, on augmentera les réserves. C'est clair. Alors pour le pétrole, ça a été pire. C'est-à-dire que le théorème que j'avais édicté en 1973 au moment du choc pétrolier, je l'ai réitéré en 2008 lorsque les gens ont dit il n'y a plus de pétrole. Et ça a été pire parce que dans la mesure où les prix avaient effectivement augmenté à un moment, il a été possible d'aller chercher le pétrole et le gaz non conventionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gaz de schiste ou le pétrole de schiste, ce qui est imparfait, mais bon, non conventionnel, et que on est parti à un prix très haut, le prix qui justifiait qu'on y aille, et la technique est arrivée, en particulier le numérique, et le prix a diminué. Donc aujourd'hui, on disait on est tranquille, qu'à $70 le baril, il suffit de baisser à 50 et puis il n'y a plus de pétrole et de gaz non conventionnel. Pas de chance, de 70 on est passé à 35. Et puis, j'explique aux gens que compte tenu des techniques utilisées aujourd'hui, on va passer de 35 à 12. Voilà. Et donc, à un moment, il faudra faire la compétition avec le pétrole et le gaz non conventionnel, entre l'éolienne et le solaire intermittent, avec un pétrole et un gaz à $12. J'en souhaite du bon temps pour expliquer que ça coûte moins cher. Ben voilà, c'était un avant-goût de Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie chez Elitel Édition. Merci beaucoup, Loïc Le Floch-Prigent. Merci beaucoup.